Bonjour tout le monde. Alors on va enchaîner avec professeur Tazi Nzalek Zoubida qui va être présenté par notre docteur Cohen, interniste. J'ai le plaisir de modérer la session des médecines internes et de présenter le professeur Tazi, qui vous connaissez tous, chef de service de médecine interne au CHU de Rabat, chef de service d'hématologie clinique et expert national et international en maladie thromboembolique. Donc sans trop tarder, je vous passe la parole pour nous parler des actualités thérapeutiques de la maladie thromboembolique. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie de m'accueillir dans votre première manifestation scientifique. Et j'ai vu assez rapidement le niveau de réussite. Bravo. Continuez comme ça, ce que j'ai dit à Mounia tout à l'heure. Bon, on arrive à faire la première, c'est bien. Le plus dur, c'est ce qu'on m'a dit l'orateur d'avant moi tout à l'heure. Le plus dur, c'est celle d'après. Donc, restez vigilants, on va dire, par rapport à vos organisations et toutes mes félicitations. Encore une fois, c'est un honneur pour moi d'être avec vous dans la ville de Fès, parler d'une thématique qui me tient à cœur, qui est la maladie thromboembolique veineuse. Donc on va voir ensemble un certain nombre de données concernant les concepts thérapeutiques actualisés et au fur et à mesure, je vais vous donner mon sentiment sur le rôle du médecin généraliste dans ce contexte-là. La maladie thromboembolique veineuse, c'est un peu l'enfant pauvre de la maladie vasculaire parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On vous fait beaucoup de formations sur l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, à juste titre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais la maladie thromboembolique veineuse, c'est la troisième cause de mortalité cardiovasculaire. Après l'infarctus du myocarde, l'AVC, vient l'embolie pulmonaire juste après, et avec tout le travail qu'on a fait sur IDM et AVC, leurs incidences sont en train de baisser, alors que l'incidence de l'embolie pulmonaire et de la maladie thromboembolique veineuse, elle, ne baisse pas. Vous voyez, 1600 décès par jour aux États-Unis et 10 millions de cas, et la mortalité par maladie thromboembolique veineuse est plus importante que la mortalité par cancer, AVP, sida associés. Donc c'est vraiment la première cause de mortalité. Première cause de mortalité hospitalière aussi. C'est pour ça qu'on en parle, parce que 10% des décès hospitaliers sont en rapport avec cette embolie pulmonaire. Qui dit hospitalisation dit alitement. Donc si je dis hospitalier, ça ne veut pas forcément dire hôpital, mais ça veut dire patient à risque de maladie thromboembolique veineuse. Une maladie évitable, on peut éviter la moitié de ces cas-là. Alors, le premier changement de concept, c'est on nous a appris, on a grandi avec urgence médicale, maladie thromboembolique veineuse. Alors, quand je dis maladie thromboembolique veineuse, c'est un continuum ou un concept commun, thrombose veineuse profonde, membre inférieur, embolie pulmonaire. C'est, on va dire, une même maladie, des phénotypes différents, mais une même maladie. Donc on a grandi, on a été presque biberonné avec cette notion de maladie thromboembolique TVP, EP, c'est une urgence médicale. C'est vrai, c'est une urgence médicale, c'est une maladie aiguë en rapport avec la mortalité par embolie pulmonaire. Et gardez bien en tête ce schéma parce que vous vous rendez bien compte que la mortalité par embolie pulmonaire, c'est vraiment, on va dire, allez, le premier mois, les 15 premiers jours. C'est vraiment ça, et même la première semaine. C'est vraiment cette période-là qui est très importante. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport au traitement, là. C'est cette semaine où il ne faut pas rater le traitement, où il faut vraiment donner le bon traitement à la bonne dose, à dose intensive, comme on dit, et vraiment faire passer ce cap, parce que c'est vraiment le mauvais cap de la mortalité par embolie pulmonaire. La deuxième notion qu'on est en train d'acquérir, on va dire, de manière un petit peu plus importante, c'est que c'est aussi une maladie chronique. Parce qu'au-delà de la maladie aiguë, la maladie peut s'installer et devenir chronique, dans le sens où un tiers, voire 50% des patients vont faire un syndrome post-phlébitique. Il faut vivre avec, il faut les soigner, il faut les accompagner, avec toutes les complications du syndrome post-phlébitique, notamment de l'ulcère,
l'ulcère veineux variqueux, 40 à 50% des patients récidivent. Un patient sur 2 va récidiver sur 5 à 10 ans. Ça veut dire que ce n'est pas one shot et ça y est, c'est fini. C'est one shot et attention, qu'est-ce qu'on fait après? Et 3 à 4% développent, surtout les embolies pulmonaires, développent une complication qui est redoutable, qui est l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et ce que je vous disais, c'est pas ça y est, la maladie aiguë, elle est, voilà, c'est fini. Regardez ces courbes de mortalité. Je ne vais pas parler de la mortalité d'en bas parce que c'est vrai que la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer, c'est grave, très lourde mortalité. Mais que la maladie thromboembolique veineuse soit provoquée ou non provoquée, la mortalité reste inférieure à la mortalité dans la population générale. Donc, on hypothèque un petit peu une petite partie de la survie des patients par cette maladie thromboembolique veineuse qu'il faut savoir, 1, prévenir, et 2, éviter les complications. Et autre élément maintenant qu'on connaît de mieux en mieux, c'est que les gens qui ont fait de la thrombose veineuse probablement feront un petit peu plus de cancer sur les 10 ans qui vont suivre et vont faire plus d'accidents athérothrombotiques, AVC, IDM. Donc c'est vraiment une population à risque qu'il faut continuer à surveiller. Donc les challenges, c'est quels sont les challenges diagnostiques? La prise en charge en urgence, la prévention aux urgences. On ne va pas parler de prévention parce que c'est vraiment un volet à part, peut-être dans les questions si vous voulez. Et d'un autre côté, c'est une vraie maladie chronique pour laquelle il faut se poser la question de pourquoi. Et ça aussi, on ne va pas du tout l'aborder parce que c'est un chapitre à part. Comment initier et surveiller le traitement et quelle est la durée de ce traitement anticoagulant? Le titre étant les challenges thérapeutiques de la maladie athérothrombotique, thromboembolique. On va revenir sur quelques éléments de diagnostic parce que c'est vraiment important, c'est votre quotidien. Avec quoi on joue, on va dire, si vous voulez, sur le plan diagnostique de la maladie thromboembolique veineuse? On a des outils qui sont des outils cliniques, on a des outils biologiques et on a des outils radiologiques. La clinique, en proprement parler, souvent est assez pauvre. Peu sensible, peu spécifique, on va revenir dessus. Par contre, associé à des facteurs de risque, ça donne des scores de probabilité clinique très importants. Je vais vous parler des dédimères aussi et de l'imagerie. Une meilleure connaissance des facteurs de risque, c'est vraiment la base de la maladie thromboembolique veineuse. C'est ça ce qui vous permet de dire « et tiens, mon patient est à risque ». Et vous avez ici les différents facteurs pondérés avec chacun sa puissance sur le facteur de risque de la maladie thromboembolique veineuse que vous avez ici, qui peuvent être, c'est la triade de Virchow qu'on retrouve encore aujourd'hui, la stase veineuse, la lésion vasculaire, l'hypercoagulabilité, et tous ces facteurs de risque font le lit justement de la maladie thrombotique. Ça permet de, on va dire, construire un score de probabilité clinique. Ce que score de probabilité clinique s'appelle un score pré-test. Et je ne sais pas si j'ai ma clinique quelque part. Non, la slide a sauté, je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que je vous parle de score parce que ces facteurs de risque constituent vraiment la base sur laquelle vous allez réfléchir. La clinique, très peu sensible, très peu spécifique. Très peu sensible, ça veut dire que pour TVP et pour EP, pratiquement la moitié des patients sont asymptomatiques, n'ont pas de symptômes. Autre chose peu spécifique, ça veut dire que peu sensible et peu spécifique, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres maladies au cours desquelles on peut retrouver ces symptômes. Quelqu'un qui vient avec une douleur thoracique, si vous n'êtes pas dans ces contextes de facteurs de risque, la douleur thoracique, vous allez essayer de la rattacher à autre chose. Pareil pour la douleur au niveau du mollet. Donc, mettez-vous bien en tête que les symptômes qu'on a appris à la fac sur symptômes embolie pulmonaire, symptômes TVP, n'ont de sens que s'ils sont dans un contexte d'association de facteurs de risque. Et c'est ce qui a permis de construire justement ces scores de probabilité, qui sont des scores de probabilité pré-test. Qu'est-ce que ça veut dire pré-test? Ça veut dire qu'on a besoin de savoir dans quel score va être mon patient pour TVP,
peu probable ou probable. Pour embolie pulmonaire, pareil, vous avez les différents scores, le Wells ou le Genève. Et il faut qu'on classe nos patients dans ces scores pré-test pour savoir qu'est-ce qu'on va proposer pour poser le diagnostic de nos patients. Et en fait, le concept est très simple. Le concept est, soit je suis dans une maladie peu probable, et je vais utiliser une méthode diagnostique qui va me permettre d'éliminer la maladie. Si elle est peu probable, je ne vais pas chercher à la confirmer parce qu'elle est peu probable. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est l'éliminer. Par contre, si je suis dans une situation où ma maladie est probable, là, je ne vais pas chercher à l'éliminer, mais je vais chercher une manière diagnostique pour la confirmer. C'est ce à quoi servent ce qu'on appelle les scores pré-test. Ça veut dire on localise le score du patient pour savoir le patient reçoit l'élimination ou le patient reçoit la confirmation. Et ce concept est vraiment très important en général en médecine, mais ça s'applique très bien pour la maladie thromboembolique veineuse. Donc ça nous amène à parler des dédimères. Donc on nous répète la phrase d'Yel, les dédimères, c'est fait pour éliminer la maladie thromboembolique veineuse quand ils sont négatifs. Valeur prédictive négative, presque 100%. Si j'ai des dédimères négatifs, j'élimine la maladie thromboembolique veineuse. Mais je l'élimine quand mon score pré-test est faible. Ça veut dire que ma maladie n'est pas probable. Je ne vais pas chercher à éliminer une maladie probable par des dédimères. Et ça, vraiment, c'est très important. Vraiment très important. Donc, gardez bien en tête que les dosages de dédimères, ils sont quasi toujours élevés en cas de maladie thromboembolique veineuse et donc quasi toujours négatifs quand il n'y a pas de maladie thromboembolique veineuse, mais ils n'ont d'intérêt que quand le score pré-test est négatif. Donc c'est ce qui est résumé ici. Seul un test négatif est utilisable et il n'est utilisable que de manière négative que quand la probabilité est faible ou modérée. Sinon, regardez les situations dans lesquelles ça monte, le nombre de situations dans lesquelles ça monte. Donc quand les dédimères sont augmentés, ça ne veut rien dire, s'il vous plaît. Et on a vécu ça avec le Covid, on ne revient pas dessus. Lorsque la probabilité clinique est élevée, le taux de thrombose est tellement important qu'on ne peut pas les éliminer. Donc il faut chercher à les confirmer. Donc, probabilité clinique, probabilité faible, diagnostic improbable, on fait les dédimères, négatif, pas de traitement. Positif, on va chercher à confirmer et on va faire l'écho Doppler veineux. Si la probabilité clinique est forte, on va d'emblée faire l'écho, on ne passe pas par les dédimères. C'est ça ce qui est important à garder en tête. Et c'est pareil pour l'embolie pulmonaire. Score de probabilité faible, on fait les dédimères. Positif, on fait l'angioscanner parce que c'est ce qui nous permet de confirmer la maladie. Si la probabilité clinique est forte, le taux d'embolie pulmonaire est tellement important qu'il faut aller directement confirmer la maladie par un angioscanner. Donc s'il vous plaît, gardez bien ce concept. Je ne pense pas que mon patient il ait ça, donc je vais faire quelque chose pour éliminer ça. Je pense que mon patient a ça, donc je vais faire un test pour confirmer qu'il a vraiment ça. Et ça ne se rejoint pas forcément, et c'est une méthode qui a été vraiment bien démontrée. Alors, pour l'embolie pulmonaire, bien sûr, quand on n'a pas accès rapidement à l'écho Doppler, à l'angioscanner, on peut faire l'écho Doppler veineux, et s'il est positif, ça veut dire que mon patient il a une embolie pulmonaire. Une petite parenthèse, parce que la borne des dédimères est importante pour les sujets âgés, et la borne des dédimères, on l'adapte à l'âge, c'est l'âge x10, donc quand mon patient a plus de 50 ans, il faut adapter la borne des dédimères. Pour ceux qui sont intéressés, mes slides, vous allez les garder et vous pouvez les utiliser comme vous voulez, donc vous pouvez rester avec moi, on va dire. Donc l'importance de ces stratégies dont je viens de vous parler, ce n'est pas une vue d'esprit, on ne fait pas ça pour embêter les gens, les docteurs, on le fait parce que ça a été démontré que ça marche. Et vous voyez, quand on fait une stratégie appropriée, le taux d'événement thrombotique fatal est moins de 1%. Quand on ne fait pas la stratégie appropriée et qu'on se fie à notre bon sens, eh ben il y a 3 fois plus d'événements cliniques mortels, 2% mortels. Mais chérie, je rate le diagnostic.
je rate le diagnostic et j'expose mon patient à une maladie mortelle qui est l'embolie pulmonaire. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué. En plus, maintenant, avec nos smartphones, on a partout des applications qui nous permettent de calculer les scores cliniques. Gardez bien en tête que c'est un score pré-test et c'est lui qui va me permettre de dire rendir les dédimères ou la rendir les codoplaires ou la langioscanner. Une petite parenthèse pour les POC. On parle beaucoup des POC. Vous savez ce que c'est maintenant les POC, les Point of Care. Aux urgences, on a développé l'échographie sur le smartphone pour l'échographie cardiaque pour éliminer certaines urgences graves et on est en train de développer l'échographie de compression parce que l'échographie de compression, on peut la faire sur place et d'ailleurs vous pouvez la faire sur place dans vos cabinets. C'est une sonde linéaire de 10-12 Hz, donc c'est simple. C'est une échographie, c'est pas un Doppler. C'est une échographie de compression, c'est 4 points. On va du scarpa au creux poplité, toutes les 2-3 cm, on fait une pression et on apprend au fur et à mesure que la veine est compressible ou pas compressible. Et si la veine n'est pas compressible, alors qu'elle était compressible 2 cm plus haut, c'est probablement une thrombose veineuse profonde et ça peut nous aider pour éventuellement envoyer le patient complété par un échodoppler. Donc peut-être qu'on est en train de développer ça au niveau de la Société marocaine des maladies vasculaires, des ateliers justement pour aider à cette utilisation de l'échographie de compression au cabinet. Donc on arrive à la prise en charge. Alors la prise en charge, on a fait notre diagnostic. Si on a une embolie pulmonaire, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est grave ou pas? Parce que si elle est grave et qu'elle rentre dans certains critères de gravité, les patients doivent être thrombolisés. Je vais vous montrer un petit schéma. Sinon, on va se poser la question, est-ce qu'on hospitalise ou on n'hospitalise pas le patient? Et ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui, on hospitalise de moins en moins les patients quand ils n'ont pas une embolie pulmonaire grave à gravité intermédiaire. La majorité de nos patients, ils vont être hospitalisés, ils vont être traités à domicile en ambulatoire. Vous avez ici un certain nombre de recommandations, de questions que vous pouvez vous poser pour dire finalement je vais hospitaliser mon patient, c'est normal, s'il a besoin d'oxygène, s'il a une insuffisance rénale, s'il n'est pas autonome, ainsi de suite. Vous avez un certain nombre de questions qui émanent de la Société française maladie vasculaire, médecine vasculaire, finalement qui sont assez faciles. Et si on est non à toutes ces questions, on peut traiter le patient en ambulatoire. Et franchement, je peux vous dire, surtout avec l'avènement des AOD comprimés, on hospitalise très très peu les patients. Donc c'est pareil pour TVP, c'est pareil pour embolie pulmonaire. C'est franchement la même chose. On se pose vraiment les mêmes questions et ça marche très bien. Alors il y a des critères, je ne vous les ai pas mis ici, critères d'ISTIA, de non-hospitalisation de patients. C'est vrai que dans notre contexte médical chez nous au Maroc, on se pose la question de est-ce qu'on va traiter les patients en ambulatoire ou pas. Mais franchement, de plus en plus, on commence à traiter les patients en ambulatoire. Ça, c'est juste pour vous dire, quand on a une embolie pulmonaire, on va la classer en risque faible, gravité intermédiaire ou EP grave. Vous avez ici la définition d'une EP grave. Je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Une embolie pulmonaire grave, c'est une instabilité hémodynamique au moment de l'admission avec une tension artérielle moins de 8 ou dans le quart d'heure qui suit l'admission avec une tension artérielle qui est inférieure à 8, une tachycardie qui est inhabituelle chez quelqu'un. Ce sont des patients qui doivent être hospitalisés, on doit évaluer leur fonction ventriculaire droite et souvent ce sont des patients qui vont bénéficier d'une thrombolyse en urgence. Sinon, vous voyez les situations dans lesquelles on hospitalise ou on prend en charge en ambulatoire et globalement, allez, 60% des patients vont être pris en charge en ambulatoire. Une fois qu'on a dit on va les prendre en charge en ambulatoire, quels sont les outils qu'on a pour les traiter? Alors, on peut rester, on va dire, sincèrement, et je m'excuse pour certains vieux jeux, et dire héparine AVK, mais franchement, est-ce que vous avez vu des patients sous AVK? Vous avez probablement des patients sous AVK. Comment ça, c'est difficile? Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est un cauchemar. Ils vous envoient combien de fois leurs INR? لا زيد نقصر بعد لا دير بعد نهاريه ولا نهار لا وعاود دير لي الينار ما عنديش باش ندير الينار.
D'accord, c'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. كيزيد داك الربع كيجيب لك لي نهار 5:30 ولا 6. Bref. Depuis l'avènement des AOD, des anticoagulants oraux directs, depuis maintenant bien plus que 10 ans, on est presque à 15 ans, voire plus de ces AOD, on les appelait les nouveaux, maintenant ils sont plus nouveaux, ben vous allez voir que notre vie a changé. C'est des comprimés qui sont donnés aux patients et on a 2 molécules qui marchent très bien. Le dabigatran qui est un anti-2, on l'utilise très peu dans la maladie thromboembolique veineuse. Par contre, le rivaroxaban et l'apixaban, qui existent au Maroc depuis bien plus que 10 ans, ben c'est des molécules qui sont fiables, qu'on sait utiliser maintenant. Il faut juste les utiliser comme il faut. On a des critères d'utilisation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle à dose intensive au début. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur le schéma? Attention, cette période, elle est très importante parce que c'est là où les patients y meurent. Il ne faut pas la rater avec la période. Donc, rivaroxaban, c'est 15 x 2, 15 mg x 2. Vous avez l'habitude de les voir à 20 mg, vos patients. Donc, c'est 15 x 2 pendant 3 semaines. Et puis, on passe à 20 par jour, un comprimé par jour. Donc, c'est 2 par jour pendant 3 semaines, puis 1 par jour. Pour l'apixaban, c'est 10 x 2 pendant 7 jours, puis 5 x 2. Donc c'est vraiment ça les protocoles qu'il faut utiliser, et pas d'autres protocoles qu'il faut utiliser. On ne peut pas se permettre de démarrer à 20 mg de rivaroxaban pour quelqu'un qui a une TVP. Par contre, vous pouvez mettre 15 x 2. Alors, on va partager très rapidement les études qui ont permis à ce qu'on utilise ces molécules. Je ne vais pas vous les mettre une par une. D'abord, voilà, il y en a beaucoup. Et puis là, on a un tableau qui les résume. J'ai résumé celles qui nous intéressent parce que c'est les molécules qu'on utilise, qui sont le rivaroxaban et l'apixaban. Les 2 études, c'est Einstein et Amplify. Einstein, il y a eu 2 études, une dédiée à l'embolie pulmonaire et une dédiée à la TVP sans embolie pulmonaire. Et vous voyez que le nombre de malades est 2 fois plus important. Plus de 4000 patients. 4000 patients dans une étude. Pour Amplify, apixaban, 2500 patients. Donc vous imaginez qu'on est à pratiquement plus de 10 000 patients sur toutes les études. On est à l'aise quand même. On est d'autant plus à l'aise que les études disent toutes la même chose. Ici, ça couple 1, c'est l'efficacité. Pardon. C'est l'efficacité, c'est-à-dire que c'est aussi efficace que le protocole qu'on utilise en termes de récidive de thrombose. Et surtout, ça fait... Surtout, ça fait moins saigner. Vous avez ici les saignements, je ne sais pas, j'ai pas le pointeur peut-être ici. Ici, vous voyez pas, mais bon, voilà, c'est la ligne qu'il y a ici, major bleeding, c'est en faveur des AOD, ça fait moins saigner. Donc, un médicament qui se prend par la bouche, qui fait moins saigner, qui est aussi efficace que les autres, pour lequel on n'a pas besoin de monitoring, s'il vous plaît, pour lequel on n'a pas besoin de monitoring, la TP, la INR, la TCA, la taux de plaquettes, la TAHAJA. Pour voir s'il va mieux cliniquement. Pas pour le TP-TCA et taux de plaquettes. Ben, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas utiliser ces médicaments, sinon que je me veux du mal et que je veux peut-être un peu de mal à mon patient. Parce que c'est quasi criminel de donner quelque chose pour laquelle il y a plus de risques hémorragiques. Et avant, on me disait à le prix. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Quand on fait la méta-analyse, vous regardez, en bleu, c'est événement thrombotique, c'est pareil. En rouge, c'est hémorragie majeure et hémorragie fatale. On est moins 65% d'hémorragie fatale, mortalité par hémorragie fatale, dans la maladie thromboembolique veineuse. On a dû vous donner exactement les mêmes messages pour la fibrillation atriale. Donc, s'il vous plaît, le bénéfice clinique net, vous voyez, il est en faveur des AOD.
Donc, on va vraiment changer nos pratiques par rapport à cette utilisation. Et si on avait peur de l'utiliser chez des patients fragiles, plus de 75 ans, insuffisants rénaux, eh ben c'est chez ces patients qu'on gagne le plus. Vous voyez que c'est vraiment chez ces patients 3 fois moins de saignement pour le sujet âgé, 2 fois et demi moins de saignement pour l'insuffisance rénale à moins de 50. Donc vraiment une molécule qui donne à peu près la même chose dans toutes les études, qui est safe, surtout pour les sujets fragiles. Voilà. Et avec l'expérience qu'on a, franchement, avec le recul qu'on a, je peux vous dire qu'on ne réfléchit même pas. Il y a des patients qui reviennent et qui nous disent « Ah, le pharmacien a dit qu'il y a un doigt rخيص ». On leur explique et franchement, c'est assez rapide. Même chez les patients chez lesquels on disait « Ah, il faut éviter de l'utiliser ». Sujet très maigre ou sujet obèse, plus de 100 kg, moins de 50 kg. Pour la thrombose veineuse, on utilise les mêmes doses. Pour la FA, on a des ajustements de doses. Pour la TVP, on utilise les mêmes doses. Aujourd'hui, même pour l'insuffisance rénale, même à une clearance qui va jusqu'à 15, on peut utiliser les AOD à la même dose. D'accord ? Donc voilà ce schéma qui résume bien les modalités d'utilisation de ces anticoagulants, comment vous pouvez les donner. La durée, c'est très important, donc c'est vraiment ça. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que parfois, le temps que le patient achète ses médicaments ou le temps que vous décidiez, vous avez fait une première injection, vous pouvez, par exemple, 2 jours utiliser une HPPM et retrancher avec les 2 jours la durée totale de la leading phase. C'est-à-dire, au lieu de faire 21 jours, vous faites 19 jours. Ou au lieu de faire une semaine d'apixaban, vous faites 5 jours d'apixaban. Mais bon. Les recommandations, bien évidemment, toutes, elles vous disent qu'on préfère utiliser. Regardez. Rather than, we suggest above, d'accord, au-dessus. Salut. Rapidement, Yalla. Donc le parcours de soins, le danger de ne pas hospitaliser les patients, c'est le parcours de soins, c'est KMC où on ne les revoit pas. Donc il faut vraiment prendre contact, le contact du patient, le rappeler au bout de 7 jours, le revoir au bout d'1 mois et le revoir au bout de 3 mois. Alors le revoir au bout de 3 mois parce qu'on doit décider de la durée des anticoagulants. Et la durée des anticoagulants, on est dans la balance. Prolonger l'anticoagulant et donc exposé au risque hémorragique, arrêter l'anticoagulant et exposé au risque de récidive thrombotique. Et la récidive thrombotique, c'est une réalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie chronique. 40% de récidive, un patient sur 4 récidive, un patient sur 2, moi je vais dire, récidive. Et l'important, c'est que quand il récidive sur le même phénotype. Dans embolie pulmonaire, il récidive embolie pulmonaire. Dans TVP, il va récidiver TVP. Et le problème, c'est que quand il a fait une embolie pulmonaire, il récidive par embolie pulmonaire, le taux de mortalité, la létalité de la récidive est important. Donc, on avait peur un petit peu d'arrêter ou de continuer parce qu'avec les AVK, les taux de saignement étaient importants. Il y a 2 éléments importants à savoir. Comment on fait pour savoir la durée de l'anticoagulant ? Le premier message, c'est soit on s'arrête à 3-6 mois, soit on ne s'arrête pas. Parce que faire 6 mois, 2 ans, 3 ans, c'est exactement la même chose. Parce que quand je vais arrêter au bout de 3 ans, mon patient, il va récidiver. Si j'arrête au bout de 6 mois, celui qui doit récidiver, il va récidiver. Celui qui doit récidiver, il va récidiver. Que je fasse 6 mois, 3 mois, 9 mois ou 3 ans. Donc si je décide de maintenir, ben je maintiens à vie. D'accord ? Au long cours, on ne dit plus à vie. D'accord ? L'autre message, c'est qu'est-ce qui fait que je garde ou que je ne garde pas ? C'est les circonstances de survenue de la thrombose. Si je suis dans une situation où le facteur de risque était majeur, à ce moment-là, je vais arrêter parce que le taux de récidive est bas. Si je suis dans une situation idiopathique ou un facteur de risque majeur, le taux de récidive, regardez, c'est 10% par an, 5 à 10% par an. C'est trop important. Donc, je vais garder mon anticoagulant. Et je vais le garder d'autant plus que j'ai les AOD aujourd'hui. Je n'ai pas les AVK ou l'INR ou la mortalité ou le saignement. C'est facile, l'AOD. C'est facile, les études ont été faites, elles ont montré que ça marche. Réduction, on maintient l'AOD longtemps, 80% de réduction de récidive du risque, avec pas beaucoup d'hémorragie finalement, même pas les hémorragies fatales.
Et dans cette méta-analyse, vous voyez que quand on maintient les AOD au long cours, on a une réduction de mortalité presque 50%, avec un taux de saignement qui est acceptable et qui est non significatif. L'autre message, c'est qu'aujourd'hui, et c'est l'une des forces de ces AOD aussi, c'est qu'on a beaucoup de doses. Et on a fait des études pour dire que Riva 20 mg au long cours, est-ce que je peux donner 10 mg Apixaban 5 x 2, est-ce que je peux donner 2,5 x 2 après 6 mois, 9 mois, 1 an de traitement? Les études ont été faites. Les études, elles ne sont pas faites pour comparer les deux doses, mais finalement, les études, elles disent que en termes de récidive, au bout de 6 mois, 9 mois de traitement, c'est pareil, la demi-dose ou la dose pleine. Si j'hésite, pour un taux de saignement non significatif. Donc les études, encore une fois, elles ne sont pas faites dans ce sens, mais c'est tellement confortable de pouvoir, au bout de 1 an, 2 ans, mon patient va bien, lui baisser la dose d'anticoagulants, qu'en général on le fait. Et dans les méta-analyses, ça montre bien, récidive en faveur de la demi-dose ou en faveur de la full dose en termes de récidive, c'est pareil. Et en termes d'hémorragie, la demi-dose fait quand même un petit peu mieux. Donc c'est séduisant, on va dire. Je ne peux pas être complètement ferme par rapport à cette attitude, mais je peux vous dire qu'on le fait assez souvent. Donc voilà, je ne vous ai pas parlé de la thromboprophylaxie, donc l'année prochaine, vous m'invitez pour faire la thromboprophylaxie, parce que je pense que vous avez un rôle très important à jouer dans la thromboprophylaxie chez les patients médicaux. Donc la conclusion, c'est la maladie thrombotique, c'est vraiment une pathologie du quotidien. Le diagnostic, c'est une bonne connaissance des facteurs de risque, des scores diagnostiques pour poser des indications d'exploration radiologique et biologique pertinentes. La prise en charge est plus que facilitée par les AOD et on verra probablement la prophylaxie une autre fois. Je vous remercie. Merci, professeur Tsezi, pour votre exposé très riche, comme à l'accoutumée. Je vous signale que le professeur Tsezi, elle a laissé un congrès à Dubaï, elle a arrêté et elle est venue directement de l'aéroport jusqu'ici pour... Et c'est un plaisir, et ça ne se calcule pas. Le plaisir ne se calcule pas. Merci encore une fois, madame. Merci à vous pour l'invitation. Vu la contrainte du temps... on peut prendre quelques questions? Je vais prendre une question. Oui, d'accord. C'est Dr Louevi. Merci Madame le Professeur. Est-ce qu'on peut switcher vers les AOD directement? C'est-à-dire on arrête le vitamine K du jour au lendemain? Avec K? Oui. En fait, on peut switcher, mais pas du jour au... pas, je veux dire, pas aujourd'hui, demain. Ah oui, comment on fait? En fait, on fait... les recommandations, elles disent, on arrête, on fait l'INR, il faut que l'INR soit 1,5 pour démarrer pour démarrer l'AOD. Par habitude, quand tu connais bien ton patient, tu connais la cinétique de l'AVK qu'il avait. Quand les patients, ou quand des patients, tu sais qu'ils vont atterrir très 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 doucement sur les baisses de dose d'AVK. Donc en fonction de ton patient, moi ce que je fais, c'est que j'arrête entre 2 et 4 jours en fonction de mes patients et je démarre l'AOD le lendemain. Est-ce qu'on peut balancer toute personne vers les AOD? Franchement, les indications dans lesquelles on ne peut pas mettre l'AOD aujourd'hui, c'est les antiphospholipides, ça on n'a pas le droit, parce que le taux de récidive est trop important. Les valves mécaniques, on n'a pas le droit. Mécaniques, en position mitrale. Même les valves aortiques aujourd'hui et les biovalves, on peut switcher. D'accord? Mais globalement, les SAPL, les valves mécaniques mitrales, on n'a pas le droit de switcher. La grossesse, bien sûr, quoique il y a un registre grossesse maintenant avec AOD. Et en fonction des pays, pour le rivaroxaban, une clairance créatinine inférieure à 15. Je n'ai pas le droit de dire ça, parce que dans les bouquins, c'est moins de 25, je crois, la 30. Mais sincèrement, des recommandations, on fait jusqu'à 15. Apixaban aux États-Unis le donne chez les dialysés, donc toute clairance confondue. Voilà. Merci. C'est tout. Merci. Merci. Alors, merci
suis encore madame et j'appelle Dr Guinera pour donner le trophée à madame Tsezi. Alors, et j'ai oublié, je remercie énormément les laboratoires Afrique Phare qui nous ont sponsorisé ce thème. Mounia, attends le micro, docteur Guinera. Je disais que le professeur Mzaelek est natif de Fès et le cadeau qu'on lui a offert, ça représente un petit peu l'art de l'artisan marocain Fessi, purement Fessi. Effectivement. Et merci pour tout, et merci pour le déplacement et pour votre exposé. Je ne laisserai pas l'occasion passer sans remercier à mon nom, au nom de Forska, Madame la Présidente et son bureau, et les féliciter de la réussite de leur journée. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite plein succès dans l'avenir, Inch'Allah. Merci. À la très prochaine. Passons à la fiscalité. J'appelle les confrères en salle éventuelle de Salé. Bonjour, chers confrères. À mon tour, je dois remercier l'association des médecins omnipraticiens de Fès pour leur invitation. Je les félicite pour leur réussite. Pour la première fois, un congrès qui a eu la première fois, et il a connu une réussite très importante. Donc je vous félicite encore une fois. J'ai l'honneur de présenter ce thème animé par un confrère, Dr Hamdi. Vous les connaissez tous. C'est un médecin qui est très actif. Il s'intéresse beaucoup plus aux problèmes de santé publique, problèmes de la médecine privée. Il s'intéresse aussi aux problèmes de la profession médicale en général. Donc il a des écrits, il a des productions sur le domaine de la santé qui sont très intéressantes et qui sont nombreuses. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la fiscalité concernant la profession médicale. Est-ce qu'il y a, on se pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre la profession, la fiscalité concernant le médecin et la fiscalité concernant les autres professions du Maroc? Comme vous le savez, ça a posé beaucoup de problèmes, ça a causé beaucoup de réunions, que ce soit au niveau des associations, au niveau des syndicats, au niveau du Conseil de l'ordre. Il a été discuté plusieurs fois, il y a plusieurs niveaux. Et même certaines décisions ont été prises enfin, et le médecin reste mécontent. Il n'a pas apprécié la décision qui a été prise. Donc toute question reste posée par le médecin généraliste en général, et aussi par tous les médecins. Donc, posons la question à Dr Hamdi.
Est-ce qu'il va répondre à ces questions? À vous la parole, tout à l'heure. Merci, cher ami. D'abord, c'est Massa al-Khair, deux constatations. Donc, la réussite de ces journées est actée. Je félicite les organisateurs. Deuxième constatation, c'est que j'ai constaté que les membres du comité d'organisation, il y a beaucoup plus de femmes, de consoeurs. Et c'est peut-être la cause et la raison qui explique la première constatation. Et donc, j'appelle mes amis les médecins hommes, les confrères, à céder la place aux femmes. Peut-être qu'elles rapporteront beaucoup plus à la médecine générale que ce qu'on a apporté. Merci. Alors, le sujet de la fiscalité des cabinets médicaux, de la profession médicale, bien sûr, on ne peut pas l'aborder en 30 minutes, mais en 30 minutes, on peut expliquer, grosso modo, pour le médecin généraliste qui est dans son cabinet, à ce quoi il peut s'attendre dans un cabinet. Comprendre la fiscalité de la profession médicale au Maroc, du cabinet médical, ça, il y a deux buts. Sur le plan individuel, c'est que chaque médecin doit savoir à quoi il a affaire, donc comment gérer son cabinet médical. Mais aussi, ça va permettre à l'ensemble du corps médical libéral, médecin généraliste et médecin spécialiste également, ça nous permet de comprendre cette fiscalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'État? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quelles sont les choses qu'on doit défendre? Quelles sont les choses qui sont défendables? Quelles sont les choses qui ne sont pas défendables? Pour défendre des choses, quelles sont les raisons qu'il faut présenter? Parce qu'on a souvent tendance à défendre nos intérêts en parlant de missions humanitaires de la profession médicale, alors que c'est le dernier souci du législateur, et toutes les professions ont une vocation humanitaire. Donc il faut chercher les raisons pour défendre nos causes dans l'esprit même de la fiscalité. Il faut rappeler brièvement que le système des impôts, je parle de l'IR, l'impôt sur le revenu au Maroc, ce qui est le plus important pour un médecin généraliste dans son cabinet ou un médecin libéral tout court dans son cabinet, le système il est déclaratif, c'est-à-dire que le médecin va, fin d'année, il dépose un bilan, j'ai gagné tel et tel, j'ai dépensé tel et tel, et il dépose donc, son comptable dépose le bilan. Première constatation. Deuxième constatation, que c'est un bilan global, c'est-à-dire quand on dépose notre bilan, on a tous les revenus, ils doivent être déclarés. Et là, je le dis parce qu'il y a beaucoup de médecins qui, quand ils ont des problèmes avec le fisc, malheureusement, médecins qui, avec les contrôleurs du fisc, ils disent, en répondant à des questions, qui disent l'appartement, d'autres revenus. Il n'y a pas d'autres revenus, sauf le bilan qu'on présente à la fin de l'année. Le bilan qu'on présente, ce n'est pas un bilan du cabinet, mais un bilan complet qui comporte toutes les activités que le médecin a entrepris durant l'année. Troisième message, c'est qu'il faut garder les documents pendant 10 ans, les documents comptables. Il faut être accompagné par un comptable, certainement. La prescription fiscale, c'est à partir de 4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. La prescription, il y a 2022, disons 2017, 18, 19, 4 ans d'est, maintenant que la révision est là, tu n'es plus épargné mais des fois ça peut aller jusqu'à 10 ans. Il y a des situations, on peut aller jusqu'à 10 ans. Si on découvre qu'il y a une fraude, il y a un problème au niveau des bilans, dans ce cas, malheureusement, c'est 10 ans. Donc, généralement, pour la fiscalité, comprendre la fiscalité, c'est savoir connaître les impôts et les taxes qu'on doit payer, quand est-ce qu'il faut les payer, sur le plan de comptabilité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment calculer ou estimer au moins l'impôt. Normalement, un médecin dans son cabinet, sauf le début de l'année, il connaît à la fin de l'année, grosso modo, combien il va payer comme
hier comme un impôt sur le revenu. Ça dépend bien sûr de ce qu'il a comme recette, ce qu'il a gagné, mais généralement, on a une idée, les rentrées, les revenus d'Yana par an, plus 10%, 20%, 30%, peut-être 50%, mais dans tous les cas, dès le départ, début de l'année, il faut avoir une visibilité sur le chiffre qu'on va payer en fin d'année. Pourquoi? Parce que c'est en janvier 2024, le bilan de 2024 qui sera déposé en avril 2025, janvier 2024 خص تكون عارف واش غادي تبدل اون فواتور ولا ما تبدلهاش واش تشري ان ايكوغراف ولا ما غاتشريهش واش غادي تدخل اون سكرتير ولا غتنقص من لي ديبونس ولا غتزيد في لي ديبونس دونك il faut savoir estimer l'impôt sur le revenu et c'est facile bien sûr c'est très facile c'est les recettes, les revenus moins les dépenses seulement il faut savoir seulement les dépenses qui sont déductibles les moins déductibles. Alors je passe brièvement qu'il faut, c'est ça, donc différencier les charges qui sont déductibles des charges qui ne sont pas déductibles. Les déductions, les réductions, je passe parce qu'en 30 minutes on ne va pas pouvoir parler de ça, mais la présentation, je vais la laisser l'association et donc il pourra être partagé librement entre les consoeurs et confrères. Alors, quand le système il est déclaratif, que c'est le médecin qui va à l'administration fiscale dire ce que j'ai gagné, ce que j'ai dépensé. En revanche, la loi impose le droit de contrôle à cette administration fiscale. Tu as gagné tel et tel, mais on garde le contrôle de vérifier est-ce que vraiment tu as gagné tel et tel, est-ce que vraiment tu as dépensé tel et tel. Donc le contrôle fiscal, c'est la contrepartie du système déclaratif. Et le contrôle fiscal, des impératifs on va le voir le contrôle fiscal le médecin qui se pourquoi pas mon voisin qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je dois faire si jamais il y a un problème comment redresser la situation ce sont des questions pour lesquelles il faut être préparé et on va parler de nouveautés fiscales. Alors donc je passe, le médecin libéral il est formé pour faire la médecine et pas formé pour faire malheureusement pour gérer son cabinet. Malheureusement, l'exercice de la médecine, il est géré par la loi 131-13, pardon, il a été modifié par la loi 33-21 et la fiscalité de l'exercice au cabinet, elle est gérée par le Code général des impôts, donc il peut changer d'une année à l'autre avec les lois de finances. Là, il y a une distinction. Les cabinets médicaux, on a 3-4 grandes choses. L'impôt sur le revenu, c'est le plus important. On a la taxe professionnelle, l'ex-patente, les 15 patentes. On a les taxes urbaines, on a la taxe d'enseigne, on va en parler. Donc, entre l'impôt, la taxe et la redevance. L'impôt, c'est quelque chose qui est et Doula, il n'a pas à te rendre compte où est-ce qu'elle va dépenser cet argent. C'est son problème. Toi, tu payes. Ça, c'est l'impôt. La taxe, c'est quand tu payes une taxe, par exemple, taxe communale, Nadafa, c'est pour une rubrique déterminée, c'est Nadafa. Mais que tu profites de ce service ou là tu ne profites pas de ce service, peu importe. Ça s'appelle une taxe. La redevance, c'est quand tu paies un service que tu as consommé et tu paies proportionnellement à ta consommation. La redevance de téléphone, la redevance d'électricité. Donc ce sont trois choses qui sont différentes. Le sujet le plus important, c'est l'impôt sur le revenu. Mais on va donner des conseils sur la taxe professionnelle, puisque la taxe professionnelle, malheureusement, beaucoup plus qu'on devrait payer par des erreurs du comptable, par des erreurs du cabinet. Et je le dis tout de suite. La taxe professionnelle parce que 12 ans la médecine, le bureau qu'il avait déclaré ou l'appareil qu'il avait déclaré il y a 20 ans, c'est lettre, mais son comptable n'a pas retiré le matériel qu'il avait acheté, mais la liste. Il faut rappeler au comptable de mettre à jour le matériel qui est la taxe professionnelle. Deuxième erreur de la taxe professionnelle, parce que peut-être on n'aura pas le temps de revenir sur ça, c'est la taxe professionnelle, ça dépend aussi, est-ce que c'est médecin généraliste ou la spécialiste, est-ce que tu n'as pas d'infirmière, ou là une infirmière ou là deux infirmières.
La grande erreur اللي كدار حنا عندنا des secrétaires. La loi كتقول infirmière. Donc il faut que le comptable ماشي عندك une secrétaire ولا deux secrétaires ويكتب لك هو في la case deux infirmières. واخا عندك deux secrétaires كيكتب zéro infirmière parce que tu n'as pas d'infirmière mais c'est une secrétaire. Donc هذه c'est une الأولى خصها il faut corriger ça avec le comptable. Alors, باش تكون في الاخر نهار اللي كيكون باسكو كونت اون ديكلار اون باي لامبو ديالنا في العام il y a pas de souci. Le problème فوقاش هو ملي كتجي le contrôle fiscal. Alors, c'est parce qu'il y a contrôle fiscal qu'il faut être précis في sa déclaration. Le contrôle fiscal ملي كيجي كيخصنا خص يكون عندك une comptabilité qui est organisée. ما غنهضروش على التفاصيل ديالها لو كونطابل غادي يصاوبها ان ليفر جورنال ليفر دانفونتير الكونت بروفيسيونيل بونكير بوحدو الكونت بيرسونيل بونكير بوحدو مي هنا غادي نعطيو ان ميساج امبورطون ملي كيجي الكونترول فيسكال كون لو كونترول فيسكال سو بريزونت او كابيني وكيقول لك لا الشريف انت تو ديكلاري في هاد 4 سنين كلها كنت كتديكلاري 1 مليون درهم بارون حنا اون استيم بلي كنتي كتدخل 3 مليون درهم بارون tu as le droit de contester تقول له لا انا كندخل 1 مليون درهم بارون علاش وعلاش 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 مي si tu n'as pas un journal ديال les recettes ديالك si tu n'as pas de journal de recettes ديالك مسجل فيهم لو جورنال دو ريسيت ما بقاش داكشي ديال المحكمه اي جورنال اللي كتسجل فيه لي ريسيت ديالك وماشي بالضروره يكونوا فيه لي باسيون مكتوبين بالسميات لانه باسكو سي لو سكري بروفيسيونيل ما خاص يكون عندك نهار لولاندي فلان فلاني درت 4 consultation tel dirham, 2 échographies, une intervention chirurgicale, comme مسجلها. Quand tu as le livre, le journal dialogue, s'il y a un problème avec l'administration fiscale, le juge estime que ton journal, c'est la base de la vérification. Quand tu n'as pas de journal, le rejet de la comptabilité, les fiscalistes qui se mettent l'arme fatale ديال la DGI ديال la direction générale des impôts quand tu n'as pas de journal كيقول لك دير الكونتابيليتي ديالك خليها عندك حنا اللي غنديروا لا كونتابيليتي حنا نعرفوا شحال كتدخل انت اما ان انسبكتور كي فيان ا طون كابيني يجلس معك واحد 2 سيمانات 3 سيمانات في كابيني ويشوف اي سي ديباسي اي نون با دو بيرسونيل بور فير سا مي يمكن يمشي للكونت بونكير ديالك ولو ترين دو في ديالك شاري طوموبيل ب 50 مليون شاري ابارتمون 150 مليون شاري هذا كيقول لك با سوسي هذا الشيء اللي شريته راك ربحتيه من الكابيني الا عندك شي فلاحه ولا هذا ما قلتيها لناش دونك تو سكو تو as gagné c'est des recettes puisque tu les as dépensées donc c'est des recettes alors dans ce cas انت اللي كتولي خصك تقول لادمينستراسيون فيسكال لا vous avez tort et là ملي كتمشي عند القاضي كيدير لكم نص نص كيقسم or si tu es un journal ta comptabilité ne peut pas être rejetée, plus ou moins. L'organisation comptable, je vais m'en passer, les détails غادي نبقاو كيفاش كنكالكوليو surtout l'impôt sur le revenu. Grosso modo, انا كنعطي واحد لو ميم شيفر دائما كنقولوا ان ميدسان دخل في العام كله لي روسيت 30 مليون 300 000 dirhams et il a fait des dépenses, des charges 100 000 dirhams. Alors, غادي نديرو 300 000 مع 100 000 بقات له 200 000 dirhams ديالو. بون بلوز او موان ديالو. هذيك 200 000 هي اللي كنطبقوا عليها لو باريم. في داك 200 000 عندنا اون بارتي جوسكا 30 000 dirhams 0% ما نخلصوش عليها. دونك تزول 30 000 dirhams. من 30 000 dirhams 50 000 dirhams 10%. Puis 20%. Pour ne pas s'embêter avec ces calculs, كنقولوا شحال عندك 200 000 dirhams donc c'est plus de 180 000 on multiplie par 38% on va soustraire 24 400 هذا le chiffre qui est à droite c'est la somme à déduire هو l'exemple اللي هنا on va le voir par la suite donc 300 000 dirhams moins 100 000 ديال les charges هي 200 000 dirhams 200 000 dirhams نطبقوا عليها ماشي 38% كلها mais chaque tranche عندها pour ne pas faire tout ce calcul كاين un barème اللي كيستعملوا les comptables وكل شيء un barème 300 000 fois 38% وكتزول منها le montant à déduire. Maintenant brièvement شنو هما les recettes
les honoraires perçus, bien sûr, les consultations, les honoraires perçus, il a continuité de la clinique des activités, il a continué médecin de travail, il a continué médecin conventionné quelque part. C'est des recettes. Les recettes du cabinet. Alors, les charges, déductibles, de la comptabilité, pour qu'elles soient déduites de la comptabilité, il y a 4 critères. La charge doit être directement en rapport avec l'activité professionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit permettre l'acquisition, la conservation ou l'amélioration du revenu professionnel. Mais je suis allé une conférence politique où améliorer le. Même si tu as une conférence médicale, oui, ça fait partie des charges déductibles. Ça doit être justifié par un document. S'il n'est pas justifié, donc il n'est pas déductible. Qu'elle doit être réglée au cours de l'année civile, qu'elle ait été constatée en comptabilité. C'est-à-dire que une dépense, شريتي échographe, خلصتيه, tu as tout fait. بحق الكونتاب ما دخلولكش في la comptabilité. Il n'est pas déductible. Alors, حيت les médecins كيتسالوا شنو هما les impôts اللي عندنا l'IR, عندنا la taxe professionnelle, عندنا la taxe d'enseigne, عندنا la taxe communale. La cotisation minimale, c'est quoi? La cotisation minimale, ce n'est pas un impôt en lui-même. Ce n'est pas un impôt en elle-même, la cotisation minimale. La cotisation minimale, c'est une avance. L'impôt est rattrapé. Maintenant, si tu gagnes, si l'IR calculé est supérieur à la cotisation minimale, tu vas compléter le mois de mai, le mois d'avril. Si la cotisation minimale, tu as un bilan qui est déficitaire, parce que 3 ans, exonéré pendant 3 ans et après, il faut payer. Si tu as un bilan qui est négatif, malgré ça, tu vas payer les 4% du chiffre d'affaires. 4% du chiffre d'affaires, ماشي 200 000. 4% de 300 000 dirhams, même en cas de déficit. Alors maintenant, le tableau, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. 100 000, cotisation minimale, le chiffre d'affaires, 300 000 fois 4%, c'est 12 000 dirhams. Ça, c'est le février, avant le 1er février, janvier. Pour calculer l'IR, c'est très simple. On a 200 000 dirhams c'est supérieur à 180 000. On va multiplier par 38%, ça va donner, la somme 24 400. كتعطينا 60 نقصنا منها ça donne 51 600. Or, en janvier, on avait payé déjà 12 000 dirhams de la cotisation minimale. Et donc, en avril, on dépose le bilan, on dit que la différence entre l'IR réel calculé moins la cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale, ce n'est pas un impôt. La cotisation minimale, c'est plus ou moins c'est une avance. C'est une avance à l'impôt. Les dépenses ou les charges, l'achat de fournitures, les frais d'entretien, les déplacements, la formation médicale continue dans les limites de 20 000 dirhams, le téléphone, bien sûr les redevances du crédit bail, les frais de voiture, avec 30 000 dirhams, 70%. Le maximum c'est 30 000 dirhams, dépenses de la voiture, 70%. 70% c'est pour l'usage professionnel et 30% c'est pour l'usage personnel. Alors, il faut faire très attention, je parle aux médecins qui démarrent, 3e année, 4e année d'activité. Il ne faut pas trop gonfler les 30 000 dirhams. Parce que si tu fais beaucoup de dépenses, c'est que tu as beaucoup de... Donc, chouïa. Alors, je passe les années, on va en parler. Qui sont importants. Ce sont les charges sociales du médecin. Déductible. L'assurance maladie obligatoire, déductible, la totalité d'ILA. La retraite, les cotisations dans la limite de 10% du revenu global imposable. Et ça, c'est très important. Là, je m'arrête pour un message.
دابا لا روتريت باقا ما ولات اوبليغاتوار دون لو كادر ديال هاد جديد مي لو ميدسان خصو يكون عنده اون روتريت اون اتوندون لا روتريت اوبليغاتوار باسكو ملي كتحط واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم في ليبارن راه الدوله كتخلص معك 38% الا كنتي وصلتي 38%. دونك tu as intérêt à adhérer à un régime de retraite. Alors, bien sûr, les charges, on a les charges du personnel, masse salariale et tout ce qui est en rapport avec le personnel. Alors maintenant, les choses qu'on peut déduire le revenu d'INA global imposable. Les dons, les associations d'utilité publique. Mais ce n'est pas déductible. Donc, le comptable qui est le contrôle, donc les dons, les associations d'utilité publique. عندهم في statut ديالهم utilité publique منشورة في le bulletin officiel. Dans la limite de 10% du revenu global imposable, l'acquisition d'un appartement ديالك principal, l'habitation principale, شريتيها ولا بنيتيها. 10% dans la limite de 2% les intérêts ديالها. Dans la limite de 10% حتى هي كذلك l'assurance retraite اللي ذكرنا عليها دابا l'épargne retraite en attendant d'avoir la retraite pour tout le monde. Les réductions d'impôts, il y a peu de choses, 360 dirhams par personne à charge. Les réductions des montants, pas grand-chose. La taxe professionnelle, on en a parlé. La base d'imposition, c'est le loyer, le matériel. Donc, il faut savoir réviser la liste du matériel qui est déclaré le fisc pour alléger la taxe professionnelle. Je ne vais pas m'arrêter. La taxe des services communaux sur calculée, la taxe d'enseigne, la taxe du cabinet, les médecins, ils se plaignent beaucoup. La taxe d'enseigne, il y a deux plaques légales ou déontologiques. Les deux plaques, il y a la jurisprudence, le Mahakim fil Maghreb, ils donnent droit aux médecins. On ne fait pas le commerce, donc on ne paie rien. On a la jurisprudence. Maintenant, le médecin qui a une plaque كبيرة وفيها ميكي وفيها تصاور وفيها هذا, ça c'est autre chose. Ça, nous ne sommes plus dans les plaques professionnelles, on est dans les plaques publicitaires. Et là, malheureusement, la municipalité, il a le droit de faire la collecte. Alors, l'optimisation, bien sûr, pour optimiser son bilan, c'est il faut payer sa retraite, il faut cotiser la retraite. Ça n'est qu'un cotiser maintenant 2000 dirhams par mois la retraite, même avant la loi, 2000 dirhams, il est déductible, donc il est quand on saute la tranche de 38%, ça veut dire 2000 dirhams, les 2/5 ديالها الدولة اللي مخلصاها, puisque tu es exonéré. حاط 2000 dirhams بحال تقريبا حاط واحد 1400 درهم ولا هذا او 600 درهم, كانت غادي تمشي غير لامبو وتاكزونيرات. خاص يكونوا دي اسيورونس, l'acquisition ديال ان لوجمون, s'équiper, renouveler l'équipement, acquisition de voitures, formation continue, salaire du personnel, améliorer le salaire du personnel. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour optimiser le bilan au lieu de s'embêter en fin de l'année avec le fisc et payer plus. Maintenant, brièvement, je vois que le temps court, brièvement, comment l'administration fiscale va contrôler le médecin. Il y a la télédéclaration, il n'y a plus de papier. Maintenant, c'est la télédéclaration, donc il y a des logiciels qui contrôlent. Il y a donc il y a la digitalisation, tout est digitalisé. Donc, le contrôle, elle est très simple. Qu'est-ce qui fait l'administration fiscale? Le recoupement automatique des données. La conservation foncière, chaque transaction immobilière, directement ça passe le fisc. L'office de change. Le voyage, bien sûr. Et même, il y a l'échange entre les pays, quand tu déclares, le tax-free, même le tax-free qui est à l'administration fiscale. Donc, la régie de l'eau et de l'électricité, عندك 3 ولا 4 des appartements كتخلص عليهم السميه ديالك هذه 1000 درهم هذه 5000 درهم par mois,
Ça fait partie des éléments de contrôle ديال le fisc. Donc, il faut faire attention avec toutes ces dépenses. Sinon, l'ordinateur va tout comptabiliser sur le dos du médecin. S'il y a une absence de retard de déclaration, les biens fonciers, les signes extérieurs de richesse, s'il y a trop de déductions fiscales, il y a beaucoup de médecins qui ont beaucoup de déductions. Malheureusement, le logiciel de l'impôt, il détecte là où il y a beaucoup de déductions. Là, il va chercher là où il y a une fraude ou là où il y a vraiment des déductions. Il y a autre chose, les dépenses, les réseaux sociaux. Ils ont créé tout un service pour suivre les médecins, les contribuables مصور avec un bateau في Panama, في République dominicaine, مصور مع هذا في جهة أخرى. Il y a un service pour ça qui a été créé il y a واحد العام ولا عام ونص. Pour ça, tout un service, des ingénieurs qui ne suivent que ça. كاين des erreurs كذلك كاين des erreurs في الكونتابيليتي عند les médecins. سي البيلو عنده كبير كيقول ليه كونتابل نفخ شويه في لي ديبونس الور كيمشي الا كيقول له عرفتي اش غدير دير لي 700 بيدون ديال لو جيل 700 بيدون ديال لو جيل كل بيدون عندك فيه واحد 50 ايكوغرافي غتحسب معاك على 700 بيدون ضربها ب 50 هي دي ميدسان بيدياتر اللي افيك لي زابيس لونغ طلعوا ليهم لا ريفيزيون عندك انت نكوموندي 20,000 ابيس لونغ في العام واخا دير 4 لي زابيس لونغ المريض شحال بقى لك ديال لي باسيون دونك il faut faire très attention. Alors هنا je passe هادو لي tout ce que هذا alors قبل التسويد قبل لو كونترول فيسكال ما كيجي كاين في القانون شي حاجه سميتها لا ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف كانت الدوله اللي كتطلبها هذا العام في 2024 ولات واحد الحاجه جديده سميتها لو دروا ا ليغور كاينه في دول اخرين ما كانتش في المغرب لو دروا ا ليغور لو دروا ا ليغور انت كتمشي لعندهم كتقول لهم الله يخليكم راه درت اون ايغور في البيلون ديالي عطيوني نصلحو دونك ملي كتشوف في 2024 ستا بروجي دو لوا باقي ني با انكور فوتي ولكن سافا باسي لو دروا ا ليغور تمشي انت من قبل تقول لهم عطيوني داك البيلون جو فو ريكتيفيي ما ديكلاراسيون باسكو جي هذا il y a des choses à corriger. زيد ولا نقص لو دروا ا ليغور انت مشيت تصحح المسائل ديالك لي نوفوتي كذلك سي لا كوتيسيون مينيمال كانت ا 6% ولات ا 4% ابارتي ديال هذا العام هذا 2023 دازت دونك هذا العام اون فا بايي 4% في ليار لا روتوني على سورس ولات هذا العام ديال 10% لي سور لي سوسيتي لي دروا ا ليغور دونك اون فا با ساريتي عليهم. Alors, les revendications fiscales, le médecin généraliste ou le médecin spécialiste privé ou la clinique privée, la TVA sur équipement, quand sur le matériel, on paye 20% de TVA. En fin de compte, c'est le patient qui paye. Parce qu'un échographe, il a dit 200 000 dirhams au lieu de, je ne sais pas, 80 000 dirhams ou 160 000 dirhams, ce n'est pas la même chose. Donc, TVA. يكون عندنا droit ديال l'exonération تاع بالنسبه للماتيريال ولو droit à la déduction بالنسبه للكلينيكس لا تاكس بروفيسيونيل خصها تراجع وغادي تراجع دابا ils sont en train de réformer la taxe professionnelle. Est-ce que personne physique ou la SARL بالنسبه للميدسان il y a beaucoup de discussions. Ce n'est pas évident que pour un médecin généraliste privé SARL raha non. Sur le plan fiscal, ça ne va pas apporter grand-chose. Mais on défend l'idée de le droit de choix, le médecin, en tant que personne physique, ou en SARL. Le SARL, c'est la protection juridique des biens avec des limites. Quand le cotisation minimale, 4%, tous les 0,5%. Alors, parfait. Alors, il y a des choses, à la fin de la présentation, mais l'essentiel, la fiscalité, l'IR, il faut savoir, je ne sais pas les déductibles qui ne sont pas déductibles, mais l'OL, quand programmer, qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu ne vas pas acheter, qu'est-ce que tu vas faire. La deuxième chose,
كنهضر مثلا على جو سي با مثلا في اسيغونس فواتور ديال الطبيب الا عندك ان اكسيدون في البيلون ديالك عندك كدير اسيغونس ديال العاديه دير اسيغونس تو ريسك دير اسيغونس تو ريسك زيد 3000 درهم ولا 4000 درهم الدوله مخلصه فيها 38% انت كطيح لك يفو فيغ سو كالكول 3000 4000 درهم في الطوموبيل زايده انا غنزيد غير 2000 درهم الدوله مخلصه 2000 درهم لان جو سوي اكزونيري il y a des choses qu'on peut faire la taxe professionnelle c'est surtout la taxe professionnelle c'est surtout 2 infirmières ولا ما كاينش infirmière هاد لي غور تزول الماتريال اللي هو سالا اذا ايتي امورتي il faut qu'ils soient élevés la taxe d'enseigne اللي عندي لي بلاك ديالي qui sont conformes la loi ما نخلصش عليهم la taxe les taxes urbaines ça c'est le ça parfait parfait donc grosso modo هادو هما لي غران éléments ديال la fiscalité انا جو لاس بحال اللي قلت لكم لا بريزونطاسيون il y a beaucoup d'éléments فيها باش الواحد يقلب على خاطرو دوسمو مرحبا نظرا للوقت ما غاديكايش لي كيستيون غادي نكرموا الاستاذ نعطي واحد التروفي وندوزو مباشره للزيبيرلوكوسيتوز لانه اون دوا كيتي لا سال هذا خير تبارك الله بسم الله هذا راك ديدكسيون دي زامبو قضيه مزيانه J'appelle le Dr Zineb pour les hyperleucocytoses, s'il vous plaît. الدكتور سعيدة Ça va Je pense. C'est bon. Dr Zineb, s'il vous plaît, vous pouvez commencer la présentation. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez encore un peu de souffle pour cette dernière présentation. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier l'Association des médecins généralistes pour l'invitation et qui m'ont confié le sujet des hyperleucocytoses à traiter comme approche clinique. Alors, l'hyperleucocytose est une anomalie fréquemment rencontrée lors de notre consultation. Il est important de distinguer une hyperleucocytose bénigne d'une hyperleucocytose maligne. Et le but de cette présentation sera donc d'étaler les différentes situations pouvant être responsables d'une hyperleucocytose. Alors, par hyperleucocytose, on veut dire augmentation des globules blancs au niveau du sang périphérique. Et comme on le sait tous, la population leucocytaire se compose essentiellement de polynucléaires et de monocytes d'une part et de lymphocytes d'une autre part. Les premiers ont pour but d'effectuer la première ligne de défense immunitaire qui est basée essentiellement sur la phagocytose et la destruction intracellulaire des agents bactériens ou des corps étrangers, et les lymphocytes de leur part qui constituent les piliers de notre système immunitaire et de la destruction extracellulaire des cellules anormales comme les cellules tumorales ou bien des corps étrangers.
Petit rappel physiologique rapide sur l'hématopoïèse. Alors, toutes les cellules sanguines, à savoir les hématies, les plaquettes et les globules blancs, sont produites à partir d'une même cellule indifférenciée, dite cellule souche multipotente. Alors, cette cellule souche multipotente, ou bien cellule souche primitive, sous l'influence de facteurs stimulants, va se différencier en une cellule souche différenciée, dite aussi cellule souche, dite progéniteur, ou cellule souche pluripotente, et qui va être engagée en la différenciation pour l'obtention d'une lignée cellulaire. Par la suite, cette même cellule va se différencier et après toutes les étapes de maturation, on obtiendra les cellules effectrices sanguines qui vont passer au niveau de la circulation périphérique. Alors, on parle d'hyperleucocytose à partir d'un taux de 10 000 éléments par millimètre cube. Cette augmentation se fera aux dépens d'un ou de plusieurs constituants, à savoir les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles ou basophiles, les monocytes ou bien les lymphocytes. Ici, je parle bien de chiffres absolus et non pas de pourcentage. Le pourcentage ne va venir ici que pour faire le calcul et obtenir les 100% des globules blancs. Et dans le cas contraire, c'est qu'il y a au niveau du sang périphérique d'autres cellules autres que les polynucléaires monocytes et lymphocytes qui sont en train d'envahir notre circulation sanguine, d'où l'intérêt de la réalisation et dans un premier temps du frottis sanguin. Prenant ici par exemple cette numération, nous avons une hyperleucocytose à 35 000 plaquettes et regardez bien, les polynucléaires neutrophiles sont à 5 000, les éosinophiles à 300, les lymphocytes à 8 000. Là, si on fait un peu le calcul rapidement, 15% plus 1 plus 25 plus 5, ça ne fait pas 100%. Donc, on n'est pas exactement aux 35 000 plaquettes. Et là, quand on a demandé le frottis au médecin généraliste, eh bien, il nous sort qu'il y a plus de 50% de cellules immatures, jeunes, au niveau du sang périphérique, et c'est en faveur d'une leucémie aiguë qu'on devra confirmer par d'autres bilans, à savoir le myélogramme. Alors, lorsque la formule sanguine et le frottis leucocytaire périphérique ne révèlent pas de cellules immatures ou anormales, l'étape suivante sera de déterminer quelles cellules sanguines sont responsables de l'augmentation du nombre de globules blancs. Alors, la présentation va porter surtout sur les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles et les lymphocytes de par leur fréquence. Et je commence par le polynucléaire neutrophile qui est considéré comme responsable d'une hyperleucocytose à partir d'un taux de 7500. Dans les hyperleucocytoses APNN, on distingue ce qu'on appelle les neutrophilies secondaires ou réactionnelles. L'augmentation des granulocytes neutrophiles en général est essentiellement liée au processus infectieux bactérien. L'importance ici se fera comme devant toute anomalie de la numération sanguine. Elle devra faire réaliser un examen clinique détaillé, rechercher les signes associés et qu'on retrouvera ici. Par exemple, la présence d'une fièvre, de frissons, de douleurs, de taux. Vous le savez tous, on ne va pas s'étaler là-dessus. Réaliser un bilan infectieux en fonction des signes d'appel qu'on a au niveau, après notre examen clinique et notre interrogatoire. Plus rarement, on a ce qu'on appelle des réactions leucémoïdes. Ces réactions sont retrouvées au cours des infections bactériennes sévères en phase de régénération, ou bien après une agranulocytose. Dans ces réactions leucémoïdes, le taux de globules blancs avoisine les 50 000 et ils sont faits surtout de polynucléaires neutrophiles et parfois associés à une myélémie. Alors, ce taux de globules blancs pendant la réaction leucémoïde est un taux qui est réversible dans le temps, ce qui le différencie de la leucémie myéloïde chronique. Toujours dans les neutrophilies secondaires, on note les nécroses. Alors, au cours des nécroses tissulaires, chose qu'on peut rencontrer lors des infarctus du myocarde ou des pancréatites à titre d'exemple, il y aura production au niveau de ces sites inflammatoires de facteurs de croissance par les lymphocytes T, les macrophages, les fibroblastes ou bien les cellules endothéliales. Ce sont ces facteurs qui sont responsables de la différenciation ainsi que de la mise en circulation du polynucléaire neutrophile.
Certains cancers également, et plus particulièrement les cancers rénaux, les cancers pulmonaires et les cancers digestifs, peuvent donner, par un mécanisme encore dit paranéoplasique, encore qui est mal déterminé, des granulocytes extrêmes, même lorsque la tumeur primitive est très réduite. Évoquant ici la cause médicamenteuse, et parmi les médicaments responsables de neutrophilie, on signale les corticoïdes, très largement précisés en consultation courante. Alors, pour le polynucléaire neutrophile, il faut savoir que nous avons un pool vasculaire. Ce sont les polynucléaires neutrophiles qu'on obtient après dans la numération sanguine. Il y a le pool marginal. Le pool marginal, c'est les polynucléaires qui adhèrent aux parois endothéliales des vaisseaux. Sans oublier, la plus grosse partie des polynucléaires siège au niveau des réserves médulaires et dans les tissus et qui est de 100 fois plus que dans le sang. Alors, que vont faire les corticoïdes? Eh bien, ils vont venir démarginaliser les polynucléaires neutrophiles qui sont accolés à la paroi, donnant un chiffre qui est très important en périphérie. Nous avons également des causes dites physiologiques de l'hyperleucocytose APNN et les caractéristiques communes de ces hyperleucocytoses physiologiques, c'est qu'elles sont tout d'abord réversibles, bien évidemment, elles sont modérées et on ne trouve jamais d'anomalies hématologiques associées. Venons maintenant aux causes malignes d'hyperleucocytose APNN et je cite ici la leucémie myéloïde chronique, qui est un syndrome myéloprolifératif chronique qui porte essentiellement sur la lignée granuleuse, où on a une hyperleucocytose majeure qui dépasse les 50 000 éléments par millimètre cube et où on a un passage périphérique quasi constant de cellules tumorales, à savoir le polynucléaire neutrophile ainsi que ses précurseurs, dont on a parlé tout à l'heure, et on obtient au niveau du frottis sanguin une myélémie, c'est-à-dire la présence des cellules intermédiaires qui se retrouvent normalement au niveau médulaire, au niveau du sang périphérique. Le substratum de cette leucémie est une anomalie cytogénétique médulaire, qui est la translocation T922, ou bien mieux connue sous le nom de chromosome Philadelphie. Cette translocation va donner naissance à une protéine de fusion, qui est le BCR-ABL, qui a une activité tyrosine kinase. Et c'est cette activité tyrosine kinase qui est responsable d'une prolifération myéloïde et du passage périphérique de la lignée granuleuse ainsi que de ses précurseurs, donnant une hyperleucocytose et une splénomégalie qui est quasiment toujours rencontrée lors de la LMC. Alors, le transcrit BCR-ABL est une signature moléculaire de la LMC dont la quantification va être très important pour le suivi de la réponse thérapeutique. On se base surtout sur ce transcrit et sur l'étude cytogénétique et la recherche du chromosome Phi pour poser le diagnostic. Ici, le myélogramme est très peu utile pour le diagnostic et on ne va le faire et en tirer bénéfice que pour évaluer la phase à laquelle on est confronté chez le patient. Car la leucémie myéloïde chronique évolue en 3 phases. Nous avons la phase chronique, c'est la phase de départ, qui dure en moyenne 5 ou 6 ans, qui va donner suite à une phase accélérée, puis une phase aiguë, l'acutisation en leucémie aiguë. C'est l'évolution spontanée et naturelle de la LMC sans traitement qui va se faire entre 5 et 6 ans. C'est une maladie fatale, mais qui est devenue chronique grâce au large éventail thérapeutique dont on dispose actuellement. Alors pour faire simple, hyperleucocytose APNN inférieure à 50 000, on évoque les causes secondaires, les causes physiologiques, les causes médicamenteuses et les néoplasies solides. Hyperleucocytose supérieure à 5 000, eh bien c'est plus la leucémie myéloïde chronique qu'il faut évoquer et rechercher par les examens dont on vient de parler. Deuxième volet, les lymphocytoses. Alors, on parle d'hyperlymphocytose quand le taux dépasse les 4500. Et ici encore, grand intérêt du frottis. Donc, frottis, cellules jeunes, leucémie aiguë. Et là, il faudra directement envoyer le patient dans un centre spécialisé afin de démarrer le traitement, car ça constitue une urgence thérapeutique et ne pas trop s'attarder.
Alors, à part les cellules jeunes, là, on va évaluer sur le frottis sanguin les caractéristiques de ces lymphocytes. Et là, quand le biologiste nous dit qu'il s'agit de grands lymphocytes, basophiles, c'est-à-dire qu'ils sont bleus, polymorphes, ça signe la définition du syndrome mononucléosique. La définition, elle est purement biologique. Alors, ce syndrome mononucléosique est une affection bénigne, mais dont certaines causes peuvent toutefois être graves. Et ensuite, en premier, la mononucléose infectieuse, qui est une infection virale à EBV, dont les signes cliniques vont associer une fièvre, une asthénie, une pharyngite exsudative, comme on le voit sur l'image, des pétéchies palatines, ainsi que des adénopathies, surtout cervicales, douloureuses. Cette mononucléose infectieuse, le syndrome mononucléosique peut aussi se voir lors des primo-infections à CMV, au cours d'une infection à toxoplasmose, quelle que soit sa localisation, et aussi de la primo-infection à VIH. Alors la plupart de ces pathologies ont une évolution qui est spontanément favorable, spontanément résolutive, et ne nécessitent un traitement spécifique que chez les patients qui sont immunodéprimés. Alors oui, lymphocytes anormaux, grands, bleus, polymorphes, syndrome mononucléosique, non. Et on a le lymphocyte qui circule, on va dire, approche le lymphocyte normal. On va donc faire un immunophénotypage de ces lymphocytes circulants afin de préciser d'une part le phénotype, comme le dit le prélèvement, mais aussi la monoclonalité de la cellule afin d'approcher le diagnostic. Parmi les désordres lymphoprolifératifs malins, on retrouve essentiellement la leucémie lymphoïde chronique. C'est l'accumulation progressive d'un lymphocyte B malin qui est phénotypement mature au niveau du sang périphérique, de la moelle osseuse, de la rate et des ganglions lymphatiques. Sur le plan clinique, les patients sont généralement asymptomatiques au départ, puis on aura la survenue insidieuse de symptômes non spécifiques, par exemple une asthénie, anorexie, amaigrissement, une fièvre légère ou des sueurs nocturnes, la présence d'adénopathie dont la caractéristique est dans ces cas-là est plutôt des adénopathies localisées ou bien généralisées. Elles sont symétriques, non douloureuses et peuvent siéger au niveau de toutes les aires ganglionnaires. On peut aussi noter parfois une hépatosplénomégalie. Alors pour poser le diagnostic de la LLC, il nous faut la numération avec le frottis, hyperlymphocytose supérieure à 5000, avec parfois la présence d'ambre de Gumbrecht. L'atteinte des autres lignées, à savoir une hémoglobine moins de 10 grammes d'hémoglobine et une thrombopénie moins de 100 000, va classer notre patient en stade C de la classification de Binet. Quand on le classe en stade C de Binet, il est candidat à un traitement. Et donc, numération frottis et score de Mathieu-Test qui doit être strictement supérieur à 3, 5e. Parmi les autres désordres lymphoprolifératifs qui peuvent se manifester par la présence de cellules lymphoïdes malignes dans le sang, on retient aussi les lymphomes à petites cellules, à savoir le lymphome folliculaire, le lymphome de la zone marginale et le lymphome du manteau. Alors tout ceci dérive de la population monoclonale du lymphocyte B. Il existe donc des pathologies monoclonales du lymphocyte T et on retrouve les leucémies à large lymphocytes granuleux. Il est aussi bien de retenir qu'il y a une entité qu'il faudra suivre, c'est l'hyperlymphocytose polyclonale persistante. Et cette entité, elle évolue, rarement on va dire, mais il est indispensable de surveiller en leucémie lymphoïde chronique. Alors pour résumer encore là, on dit lymphocytose, grand lymphocyte bleu, polymorphe, syndrome mononucléosique, et donc rechercher et faire les sérologies EBV, CMV, les toxoplasmose et surtout VIH. Lymphocytes atypiques et rechercher les proliférations lymphocytaires B ou T. Je passe au dernier chapitre qui est les hyperéosinophilies qui se font aux dépens du polynucléaire éosinophile et dont la définition commence à partir de 500 éléments par millimètre cube. Elle est dite légère entre 500 et 1500, modérée entre 1500 et 5000 et hyperéosino-sévère quand elle dépasse les 5000 éléments par millimètre cube. Alors, cette hyperéosinophilie ne semble pas aussi innocente que ça, car tenez-vous bien, le polynucléaire neutrophile délétère peut devenir délétère en cas de densité
ou de dégranulation inappropriée et persistante au sein des tissus. Alors, les organes lésés sont principalement le tube digestif, le poumon, la peau ou le cœur, car c'est là où le polynucléaire est localisé à l'état physiologique. Alors, plus que le taux du polynucléaire neutrophile, c'est surtout le degré d'activation qui semble avoir une valeur pronostique. Schématiquement, on peut distinguer cette toxicité par la formation dans les tissus de granulomes, par une fibrogenèse, une thrombogenèse, ou bien une action cytotoxique directe par la dégranulation et l'action des cellules, des cytokines intragranuleuses effectrices. Petit rappel physiologique, mais c'est surtout pour vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'hyperleucocytose à polynucléaire éosinophile. Alors le polynucléaire éosinophile est produit au niveau de la moelle osseuse à partir de précurseurs myéloïdes sous l'influence de plusieurs cytokines. Une fois maturation achevée, il va passer au niveau de la circulation sanguine, toujours sous l'influence de plusieurs cytokines. Je vais vous demander de retenir l'interleukine 5. Puis après, va passer au niveau du tissu cible où il va déposer ses granules cytotoxiques. Alors, nous pouvons avoir une hyperéosinophilie suite à une prolifération monoclonale du précurseur myéloïde, suite à une prolifération, on va dire, paraclonale, c'est-à-dire qu'il y a une autre cellule qu'on verra par la suite, et c'est surtout le lymphocyte T qui va venir sécréter l'interleukine et donc stimuler la prolifération, la migration et la dégranulation de l'éosinophiles, et donc une prolifération paraclonale. Nous pouvons aussi avoir une hyperéosinophilie, ce qu'on va appeler secondaire ou réactionnelle, par une sécrétion inappropriée d'interleukine 5. Nous aurons une appellation vers les tissus des éosinophiles suite à une stimulation antigénique par un allergène ou pas. Parfois, il y a des désordres et des troubles de la migration tissulaire des éosinophiles qu'on détaillera par la suite. Alors, dans le camembert ici, on retrouve la répartition des différentes étiologies des hyperéosinophilies. On voit également 90% des hyperéosinophilies qui sont de cause secondaire, d'accord, et 90% de ces hyperéosinophilies secondaires sont de cause évidente. Si on voit là, je n'ai pas de pointeur, mais en bas, la moitié du camembert est dominée par les infections parasitaires, l'asthme et les autres allergies et les infections mycotiques. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, faute de temps, mais l'éosinophilie au cours des allergies et des atopies ne dépasse jamais les 1500. Et la caractéristique, c'est que quand il s'agit d'une allergie ou d'une atopie, le taux d'éosinophiles diminue rapidement sous corticothérapie. L'hyperéosinophilie infectieuse est dominée par les causes parasitaires et qui est majoritairement due à des helminthes. Ces helminthes, suite à leur passage au niveau tissulaire ou bien au niveau sanguin, il en découle une réaction allergique excessive. Les principales helminthoses sont cosmopolites ou tropicales et le tableau clinique va associer une fièvre, des céphalées, une dyspnée asthmatiforme avec un infiltrat pulmonaire labile, des signes cutanés à type de prurite ou d'urticaire. Une hyperéosinophilie peut aussi s'inscrire dans une allergie spécifique à une mycose comme dans l'aspergillose et l'histoplasmose. Une hyperéosinophilie transitoire a aussi été mentionnée lors des viroses aiguës à virus Coxsackie, EBV, mais surtout lors de la primo-infection à VIH. Par contre, l'origine bactérienne de l'hyperéosinophilie est exceptionnelle. Une éosinopénie, au contraire, est un marqueur biologique en faveur d'une origine bactérienne d'un sepsis grave. Les pathologies primitives de la migration des polynucléaires éosinophiles se caractérisent par une infiltration massive d'un organe sans qu'une étiologie ne soit connue. L'association d'une hyperéosinophilie n'est pas constante. Les tissus les plus fréquemment touchés sont la peau et le tissu sous-cutané donnant des fasciites nécrosantes, le poumon donnant des pneumopathies aiguës ou chroniques ou idiopathiques à éosinophiles, le myocarde, la muqueuse digestive
Et là, l'étude anatomopathologique de la biopsie est indispensable pour affirmer l'infiltrat éosinophile pathologique, mais surtout éliminer une autre pathologie. Avant de parler des causes médicamenteuses, on souligne surtout qu'il faudrait penser devant toute éosinophilie avec signe clinique chez un patient et savoir évoquer le DRESS syndrome, qui est une réaction sévère d'hypersensibilité à certains médicaments. Les symptômes peuvent parfois apparaître même 8 semaines après la prise du médicament causal, et cette symptomatologie va associer une altération de l'état général, une fièvre, une éruption cutanée maculo-papuleuse. Sur le plan biologique, on note une hyperéosinophilie massive. On peut avoir des atteintes viscérales du rein, du poumon ou du foie, et c'est ce qui engage le pronostic vital dans 10% des cas. Le traitement est basé essentiellement sur l'arrêt définitif du médicament et de proscrire sa prescription ultérieurement, de faire sa fiche de déclaration obligatoire et de commencer rapidement un traitement symptomatique des défaillances multiviscérales. Parfois, la corticothérapie est indispensable et urgente à mettre en cours. Il faut parfois aussi savoir évoquer l'hypothèse toxique, le benzène, le mercure et les radiations ionisantes. Alors là, je voudrais attirer aussi l'attention sur la L-tryptophane, puisque maintenant, on va dire, c'est un peu à la mode. Et il est présent dans certains produits pharmaceutiques qui sont vendus sans contrôle médical sur Internet comme ça, et qui peut être responsable de la survenue de fasciites éosinophiles. Les hyperéosinophilies et maladies systémiques, je vais surtout parler de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, qui en est la principale étiologie puisqu'elle induit une hyperéosinophilie quasi constante et qui est souvent supérieure à 1500. Il s'agit d'une vascularite nécrosante systémique des vaisseaux des petits et moyens calibres. Il faut savoir l'évoquer devant un asthme sévère, un asthme corticodépendant ou bien un asthme qui survient à un âge tardif, devant des signes ORL à type de polypes nasaux, des signes cutanés à type de purpura vasculaire des membres inférieurs, une néphropathie glomérulaire ou une neuropathie périphérique. La présence des ANCA, par contre, est de spécificité MPO n'est positive que dans 40% des cas. Là, je passe sur les autres causes d'hyperéosinophilie dans les maladies systémiques, sur la granulomatose avec polyangéite, la PAN, la polyangéite microscopique, le Schulman et les emboles de cholestérol. Il y a aussi les éosinophilies qu'on dit d'accompagnement qui vont venir accompagner des syndromes myéloprolifératifs type LMC, syndrome myéloprolifératif négatif, les mastocytoses. Les néoplasies solides aussi peuvent induire une hyperéosinophilie dite paranéoplasique par production de cytokines ou activation antigénique. Et là, on évoque, après avoir éliminé un peu toutes ces étiologies, les syndromes d'hyperéosinophilie qui peuvent être myéloïdes. Et il s'agit le plus souvent de modifications au niveau de régions chromosomiques, le PDG-FRA, où on a une fusion de deux gènes, le FIP1L1 et le PDG-FRA. Ce gène de fusion induit la production exagérée d'une protéine de fonction, ça sera ma dernière diapositive, qui cause donc cette activité tyrosine kinase constitutionnellement active et qui cause la production excessive de polynucléaires éosinophiles. D'autres réarrangements sont à rechercher. Sinon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un clone anormalement actif de lymphocyte T sera responsable de production d'interleukine 5 qui va venir donner une hyperéosinophilie, et on parle de syndrome hyperéosinophilique lymphocytique. Quand aucune anomalie chromosomique n'est retrouvée, on parle de leucémie chronique à éosinophile. Et puis au final, et qui reste qu'un diagnostic d'élimination, ce sont les syndromes hyperéosinophiliques idiopathiques, où on a un dommage d'organes, mais sans autre signe orientant vers une HESM ou HESL. Alors en gros, juste pour résumer cette hyperéosinophilie, NFS frottis sanguin franchement pathologique, oui, et on a des blastes ou hémopathies classiques type LMC, non. On recherche les causes les plus fréquentes, l'allergie, parasitose et les causes toxiques, non. On pense aux hyperéosinophilies secondaires, les autres infections, les vascularites, les cancers solides.
après avoir éliminé tout ça, on pense au syndrome d'hyperéosinophilie. On fait les mutations et on étudie la moelle pour classer quel type d'hémopathie éosinophilique on est. Alors pour finir, je voudrais attirer l'attention sur l'importance du frottis sanguin et de la formule leucocytaire pour expliquer une hyperleucocytose. L'examen clinique est primordial dans notre consultation qu'il faudra savoir faire chez tous nos malades afin d'orienter le bilan paraclinique, ne pas demander d'examen en excès et poser le diagnostic qu'il faut. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Alors, merci, docteur Zezine, pour ce brillant exposé sur l'approche clinique des hyperleucocytoses. Nous vous remercions infiniment. L'Association des médecins privés de Fès vous remercie. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence et votre participation. Et on se donne une C'était très bien. ici pour le dîner de clôture. Inch'Allah. Sometimes I'm right. Sometimes I'm wrong, baby. But I tell you what I'm gonna do. Look ahead, little girl. I can't be right always. I can't be wrong always, neither, baby. But you're my baby, sugar. I love you, girl. You are my baby.
problem I had. Baby, 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 it was yours, just like it was mine.